Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par le groupe Crédit Agricole en partenariat avec Altios. Donc, nous avons souhaité consacrer ce dernier webinaire de l'année aux États-Unis, qui est un marché qui a conservé toute son attractivité malgré la crise, qui connaît une reprise économique très rapide et qui offre de belles perspectives avec notamment tous les budgets très importants du plan d'investissement dans les infrastructures. On vous en parlera au cours de ce webinaire. Donc, je suis Catherine Hédoux, directrice du pôle d'accompagnement international du groupe Crédit Agricole. Et je suis ravie aujourd'hui d'avoir à mes côtés Patrick Ferron, directeur associé d'Altios, et Slavena Nazarova, qui est économiste du Crédit Agricole SA. Donc ça, c'est à Paris. Et nous avons également aux États-Unis Jérémy Lauerstum, qui est conseiller économique à l'ambassade de France à Washington, que je remercie vivement pour sa présence, ainsi que Bertrand Girard, directeur d'Altios USA, et Christine Adams, responsable du desk Amérique Nord du groupe Crédit Agricole, donc qui sont tous deux basés à New York. Alors, petite information pratique avant de débuter. Donc, vous disposez d'un onglet sur la droite de l'écran pour poser vos questions par chat. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et nous y répondrons donc à l'issue de la présentation qui va durer environ 50 minutes. Donc, peut-être juste avant de céder la parole à Patrick Ferron, deux slides rapidement. La première, donc, juste pour vous rappeler que si le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française, c'est aussi la 10e banque mondiale, avec une présence dans une cinquantaine de pays et des expertises sur le domaine international qui sont reconnues mondialement. Et donc, cette expertise, elle est accessible pour vous en proximité avec des experts donc tout près de chez vous en région, et elle se prolonge également à l'international avec des desks francophones qui vous sont dédiés, donc particulièrement pour notre clientèle PME ETI, et dont fait partie d'ailleurs Christine Adams, qui est donc responsable du desk à Amérique Nord. Voilà, je vais laisser la parole à Patrick si tu veux dire deux mots donc sur Altios, qui est notre partenaire de longue date pour l'internationalisation de notre clientèle. Merci beaucoup Catherine, et ravi d'être présent avec vous aujourd'hui. Donc je suis l'un des associés fondateurs d'Altios. On a une relation extrêmement forte avec le groupe Crédit Agricole, donc avec les caisses régionales du groupe Crédit Agricole et le réseau LCL, pour pouvoir accompagner donc la clientèle entreprise PME ETI à l'international. Alors, ce que nous faisons, en fait, on a créé une offre qui se structure autour de 4 modes qui permettent à une entreprise de se développer sur les marchés étrangers. La première étape, c'est de pouvoir, avec elle, définir, élaborer, optimiser leur stratégie de développement sur les marchés étrangers. Ensuite, c'est pouvoir mettre en place les réseaux commerciaux. Troisième étape, on va être sur des solutions d'implantation, alors soit avec des solutions RH de recrutement ou de portage, ce qui permet aussi à des entreprises de pouvoir bénéficier de ressources à l'étranger sans forcément créer une filiale, ou par la création et la gestion de filiales à l'étranger. Aujourd'hui, on gère à peu près plus de 300 filiales françaises dans le monde entier. Et puis le quatrième mode de développement d'implantation à l'étranger que peut utiliser une entreprise, ça va être des solutions d'implantation un peu plus lourdes par investissement. Alors, soit par croissance externe, soit par implantation industrielle, qui va lui permettre, en fait, d'avoir véritablement un pied sur le marché local avec des ressources dédiées, une clientèle et des solutions de fabrication sur le marché. Alors, comment est-ce que nous opérons? On existe depuis 1991 avec une première implantation en Australie. Depuis, on s'est beaucoup développé sur les marchés étrangers. Et aujourd'hui, Altios, ce sont 35 bureaux dans 22 pays. Donc, c'est un réseau assez atypique, complètement intégré. Le siège est en France, mais vous avez en Europe, en Amérique, en Asie, vous pouvez utiliser des experts, dont Bertrand Girard, qui va intervenir un peu plus tard sur le marché américain, mais des équipes dédiées pour pouvoir vous accompagner et mettre en place vos projets de développement sur ces marchés, toujours en lien avec votre caisse régionale ou le réseau LCL.
Pour finir, en fait, rappeler que nous avons un partenariat extrêmement fort avec le groupe Crédit depuis 2008, donc depuis 13 ans maintenant, et que nous accompagnons chaque année plus d'une centaine d'entreprises françaises dans leur stratégie de développement sur ces marchés. Merci beaucoup, Patrick. Donc, je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet avec, pour commencer, un cadrage macroéconomique qui sera réalisé donc par Slavena. Bonjour à toutes et à tous. Merci Catherine. Alors je vais faire rapidement un rappel de notre scénario économique avec nos perspectives pour les 2 prochaines années et pour finir avec un point rapide sur la stratégie géopolitique des États-Unis. Tout d'abord, où en sommes-nous avec la croissance? Effectivement, les États-Unis ont connu une reprise très rapide après le choc de la Covid au printemps 2020. Une reprise très rapide justement au second semestre 2020 et aussi au premier semestre 2021. Reprise qui a été rendue possible grâce à une politique monétaire extrêmement accommodante et une réponse budgétaire exceptionnelle. Donc, les administrations du président Trump et du président Biden ont mis en place des plans d'urgence de l'ordre de près de 6 000 milliards de dollars, soit 28% du PIB, avec des mesures essentiellement portées et centrées vers le soutien des revenus des ménages et aux entreprises. Donc, par conséquent, la consommation des ménages a connu un redressement spectaculaire. Donc, elle a été alimentée par des transferts budgétaires exceptionnels, notamment des aides financières directes et des extensions aux allocations chômage, ainsi que des moratoires de dette, de telle façon que la consommation des ménages a retrouvé son niveau d'avant-crise dès le premier trimestre de 2021 et elle a continué à croître fortement au deuxième et troisième trimestre de cette année grâce à la mise en place du plan de relance du président Biden en mars 2021. Donc, pour les trimestres à venir, on pense que les rythmes de croissance américaine devraient commencer à se modérer, notamment à partir du début de 2022, avec la fin de ces mesures budgétaires exceptionnelles, mais les rythmes de croissance devraient rester nettement supérieurs au rythme de croissance potentielle. On anticipe en moyenne annuelle cette année une croissance de 5,6%. Suivi par 3,8% en 2022 et 2,3% en 2023. Une croissance qui va rester portée par la consommation des ménages et dans un deuxième temps aussi par l'investissement des entreprises, notamment avec une confiance des entreprises qui reste extrêmement élevée. On est à des niveaux records des enquêtes des entreprises et aussi un besoin de restockage. Ceci étant dit, nos prévisions tablent sur un impact relativement limité de la part des derniers plans de relance, notamment le plan d'infrastructure, parce que d'une part, on pense que les dépenses vont être étalées sur plusieurs années et aussi on anticipe un impact limité de la part du Build Back Better Plan qui qui doit encore être voté au Sénat et dont les détails pourraient encore être revus notamment en termes d'ampleur des mesures et surtout ces mesures vont être au moins partiellement compensées par des hausses d'impôts. Mais voilà, le grand message, c'est que la croissance américaine va rester soutenue et supérieure à la croissance potentielle. Après, en termes d'inflation, en effet, l'inflation a fortement rebondi cette année pour atteindre 6,2% en octobre, 4% et demi pour l'inflation sous-jacente. Donc, un des rythmes les plus élevés depuis la fin des années 90. Cela s'explique principalement par la hausse des prix de l'énergie et puis des quelques composantes qui ont connu un fort rebond des prix, notamment les véhicules d'occasion, quelques composantes aussi dans l'habitat. Mais ce qu'on remarque récemment, c'est que elle devient un peu plus généralisée, cette inflation. Donc, on pense que l'accélération va continuer dans les prochains mois avec un pic à près de 7% pour
l'inflation totale et près de 6% pour l'inflation sous-jacente au premier trimestre 2022, une accélération due à la persistance justement des tensions au niveau des chaînes de production mondiales. On table toutefois toujours sur une modération de l'inflation à partir de la seconde moitié, enfin à partir du deuxième trimestre 2022, qui repose sur trois hypothèses fortes, trois anticipations, une stabilisation voire une baisse des prix de l'énergie au cours de l'année prochaine, aussi assouplissement, enfin en tout cas une baisse des tensions dans les chaînes de production, dans les sphères du bien, et puis absence d'anticipation d'une accélération très forte et significative des salaires. Donc on aurait toujours une inflation supérieure à la cible fin 2022, mais qui reviendrait vers la cible de la Fed fin 2023. Après, au niveau du marché du travail, lui aussi, il a connu une très forte reprise après une très forte détérioration en avril 2020. Le taux de chômage a connu une baisse très forte. Et aujourd'hui, on est proche en fait du taux de chômage jugé du taux de chômage d'équilibre. Donc, on est proche de 4% sur le taux de chômage. Les créations d'emplois, même si elles ont ralenti récemment, elles restent très soutenues. Ceci étant dit, malgré ce resserrement des conditions sur le marché du travail, on n'est pas encore dans une situation normalisée. On est encore à près de 4 millions d'emplois manquants par rapport au niveau d'avant-crise. Et surtout, cette baisse du taux de chômage s'explique en partie par une faiblesse du taux de participation qui, depuis plusieurs mois, ne rebondit pas. Il reste environ 1,5 point inférieur à son niveau d'avant-crise. On pense dans les prochains mois que l'offre de main-d'œuvre on pourrait augmenter donc avec une légère augmentation du taux de participation, mais il n'y aura probablement pas de reprise totale sur ce taux de participation, étant donné que il y a eu beaucoup de départs anticipés à la retraite. Ce taux de participation est le plus faible justement dans les classes les plus âgées. En parallèle, l'amélioration sur le marché du travail s'accompagne aussi par des tensions des salaires, mais des tensions qui, pour l'instant, on voit qu'elles sont relativement localisées. Certes, on a une accélération dans l'ensemble de manière agrégée de la croissance des salaires à 4,8%, mais qui s'explique par un phénomène déjà des effets statistiques, des effets de base et de composition, mais aussi un phénomène naturel de rattrapage, notamment dans les secteurs qui ont été les plus durement touchés par la crise, tels que les loisirs, la culture ou encore l'éducation et la santé. D'autres indicateurs tels que le tracker de la Fed d'Atlanta suggèrent que, en effet, ces tensions sont les plus rencontrées, les plus prononcées dans les emplois à faible qualification. Donc, on ne pense pas, on pense en effet qu'on devrait assister à une modération des rythmes de croissance des salaires courant 2022. Alors, tous ces risques autour de l'inflation sont effectivement reconnus par la Fed, qui s'inquiète de l'inflation et qui a commencé déjà à sortir de sa politique extrêmement accommodante, avec un tapering qui a commencé en novembre et qui pourrait être accéléré encore une fois en décembre, pour terminer avec ses achats d'actifs au cours de la première moitié de 2022. En termes de taux directeur, la Fed a été claire qu'il y a une absence de lien mécanique entre le tapering et la hausse des taux directeurs. On table en scénario central chez nous à une première hausse du taux seulement au fin 2022. En ce qui concerne l'évolution par conséquent sur les taux obligataires, l'année 2022 va être une année en deux temps. Dans un premier temps, probablement encore des tensions, notamment sur les taux courts, les taux 2 ans. On sera encore au cours de la première moitié de l'année dans une configuration d'inflation très élevée, de croissance élevée, avec des anticipations de resserrement agressif de la part de la Fed, mais des anticipations qui devraient être déçues. La Fed
devrait augmenter ses taux de manière plus graduelle que ne l'anticipent les marchés. Et donc, on table sur une légère rechute des taux, notamment les taux longs, au cours de la seconde moitié de 2022, avec un taux 10 ans US qui terminerait l'année 2022 autour de 1,35. Alors, un dernier mot sur la stratégie géopolitique des États-Unis. Effectivement, c'est évidemment un sujet extrêmement large et très vaste, mais il est important de le mentionner parce que il y a quelques enjeux importants qui vont être structurants pour la politique aussi bien extérieure, mais aussi intérieure des États-Unis dans les années à venir. Il y a évidemment la Chine, qui restera l'ennemi officiel numéro 1 des États-Unis. Là, on est dans une forme de rattrapage d'un retard par les États-Unis. Deuxièmement, il est important aussi d'avoir en tête que cette guerre hégémonique gagne de nouveaux espaces de puissance actuellement. Il ne s'agit plus évidemment le militaire et l'économique et le soft power restent importants, mais de nouveaux espaces de puissance tels que nos contrôles des données avec le secteur notamment des semi-conducteurs qui est vraiment central pour la suprématie technologique et donc le leadership mondial de la Chine et des États-Unis. Le virage vers l'Asie reste effectivement aussi une zone, notamment l'Asie centrale, une zone stratégique extrêmement importante. Avec ce qui est très important pour les États-Unis, c'est de former des alliances. Ça se fait un peu plus facilement dans le militaire, mais un peu plus difficilement dans le commercial en raison de la poursuite de stratégies multifocales par certains acteurs, notamment le Japon et la Corée. Ceci étant dit, les États-Unis peuvent compter sur des forces, donc notamment la détention du dollar, aussi les grandes universités américaines, une meilleure capacité à fédérer des alliances que la Chine, et aussi la faiblesse de l'Europe dans la sphère géopolitique. Mais ils ont aussi évidemment des faiblesses telles que on l'a vu pendant l'administration Trump, notamment l'affaiblissement du soft power, et puis la difficulté aussi à contrôler des stratégies impériales locales telles que par exemple la Turquie. Et enfin, point très important, avoir en tête pour les États-Unis le risque du double ennemi, notamment avoir comme double ennemi la Russie, et la Chine peut poser effectivement des risques de rapprochement de plus en plus forts entre les deux, entre la Russie et la Chine. Donc je m'arrête là et je passe la parole au prochain participant. Oui, merci beaucoup, Slavena. C'est un exercice difficile. Il y a tellement de choses à dire. Donc, merci d'avoir respecté le timing qui était donné. Oui, Jérémy, peut-être pour aller un petit peu plus loin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'évolution des échanges commerciaux entre les États-Unis et la France, les perspectives et puis les opportunités donc pour nos entreprises françaises? Oui, bonjour et merci. Donc je vais effectivement parler en 3 temps. D'abord pour regarder un peu dans le rétroviseur sur la décennie écoulée jusqu'à fin 2019, ce qui s'est passé en termes d'échanges commerciaux. Rapidement, j'évoquerai la situation pandémique et ses conséquences dans la relation commerciale bilatérale entre la France et les États-Unis. Et puis plus longuement, pour le coup, je m'attarderai sur les perspectives et les opportunités pour nos entreprises françaises, notamment dans le contexte du plan de relance et d'infrastructure. Alors si on regarde un peu dans le rétroviseur, ce qui s'est passé sur la décennie écoulée, c'est une hausse continue et importante des échanges de part et d'autre de l'Atlantique entre la France et les États-Unis, avec une hausse en cumulé sur la période 2011-2019 de l'ordre de 35% des flux d'échanges commerciaux bilatéraux. Ce qui est intéressant à noter, et je le dis d'ailleurs parce que c'est souvent une idée qu'on entend qui est à débattre, c'est qu'il y a un certain découplage finalement entre les tensions qui peuvent exister au niveau politique et qui ont pu exister par le passé avec la présente administration entre la France et les États-Unis et plus largement l'UE et les États-Unis. Et d'un autre côté, je dirais la tendance sur le plan commercial qui elle pour le coup a été continue et forte sur rien que sur l'année 2018-2019, on a eu
une hausse de la croissance des échanges commerciaux entre la France et les États-Unis de l'ordre de 8%, qui poursuivent elles-mêmes une longue tendance, je dirais, quelle que soit la couleur politique qui est aux États-Unis. Donc je dirais qu'il y a un certain découplage, une dissociation à faire là-dessus qui est assez notable. Et ça me paraît important. Au-delà de ça, si on regarde structurellement de quoi sont composés ces échanges commerciaux, c'est, je dirais, pour un gros tiers du matériel de transport au sens large, donc que ce soit du transport ferroviaire, du transport terrestre ou du transport aérien, ce qui inclut notamment toute la partie, je dirais, sous-traitance aéronautique, qui est très importante dans le sens des exportations de la France vers les États-Unis. Je vous ai mis ici dans le camembert que vous voyez sur la partie droite de la slide les exportations françaises vers les États-Unis. Si on devait regarder je dirais le sens inverse, on verrait globalement une structure à peu près équivalente sur les grandes masses, avec beaucoup d'échanges américains vers la France également de matériel de transport. Donc tout ceci implique qu'on a une relation qui est équilibrée, qui est importante. La France est historiquement le 6e partenaire commercial des États-Unis. Ça a un peu évolué en 2020, je vais y revenir. Mais grosso modo, c'est comme ça que la tendance se crée. On est notamment très présent sur, outre le matériel de transport, sur les industries agroalimentaires, sur les produits chimiques avec des leaders nationaux dans le domaine, sur l'électronique et l'électrique, et bien sûr également dans les services. Dans les très grandes masses, la France depuis 3 ans a un solde excédentaire sur la partie biens avec les États-Unis. Alors l'excédent commercial, et selon qu'on prenne des chiffres des douanes françaises ou de leur équivalent américaine, diffère de l'ordre de 3 à 15 milliards de dollars pour des raisons notamment statistiques, de taux de change, etc. Mais on a ce solde excédentaire qui se poursuit. Sur la partie service, les États-Unis pour le coup ont un solde excédentaire, et au total la balance commerciale va plutôt dans le sens d'un solde positif en faveur de la France. Tous ces flux commerciaux génèrent un nombre d'emplois conséquents, et particulièrement dans le cas de la France, on estime qu'il y a 780 000 emplois en stock qui sont créés par des filiales d'entreprises françaises aux États-Unis en 2019. Donc, quand on parle de filiales d'entreprises françaises, on parle d'environ 4800 sociétés. C'est important, et c'est notamment notable parce que la spécificité peut-être française par rapport à d'autres partenaires des États-Unis, c'est le fait d'investir notamment dans l'industrie manufacturière. Beaucoup de nos échanges sont des échanges liés à des industries manufacturières aux États-Unis, ce qui est moins vrai d'autres partenaires européens qui sont plus orientés sur les services financiers, les services d'assurance, etc. Pour le coup, dans le cadre de notre structure d'échange, on est très marqué par cette composante-là, et c'est important parce que c'est aussi là que se créent les emplois manufacturiers qui sont politiquement très sensibles aux États-Unis. Si on regarde maintenant rapidement ce qui s'est passé en 2020 dans le contexte de nos échanges. Alors la France a reculé en termes de rang, dans le rang des grands partenaires commerciaux américains. On est passé à la 10e place, ce qui s'explique par un double phénomène. Le premier, c'est la contraction des échanges entre la France et les États-Unis. Je vais revenir sur la slide précédente. La contraction des échanges entre la France et les États-Unis en 2020, qui est assez directement liées à la structure de ces échanges. Comme je vous l'ai dit, elles sont très marquées notamment par le poids prépondérant de la partie matériel de transport qui a été considérablement affectée pendant la crise sanitaire. Et ça, pour le coup, ça pèse sur nos échanges de part et d'autre de l'Atlantique. C'est aussi un phénomène conjoint qui est en partie lié à la crise, en partie seulement, qui est le fait que d'autres pays ont grimpé considérablement leur rang et leur part dans les échanges commerciaux avec les États-Unis. Je pense notamment à la Corée du Sud et à Taïwan dans un contexte assez compliqué de pénurie sur les semi-conducteurs. Là, vous avez 2 très grands pays producteurs de semi-conducteurs, qui ont des fonderies notamment, et qui pour le coup, par la valeur de ces biens qui a beaucoup augmenté, a pour effet que leur rang globalement dans les grands partenaires américains a considérablement augmenté. Donc pour nous, ça se traduit en glissement annuel par une contraction de l'ordre de 20%, 22% des échanges de biens entre la France et les États-Unis. Et on constate déjà pour le coup une reprise assez forte sur l'année 2021.
On n'est pas encore sur un retour au niveau pré-pandémique, mais la tendance pour le coup nous mènera vers ce retour normalement assez rapidement. Moi, je fais pas de pronostic sur une date parce que ça me paraît compliqué, mais globalement la tendance est bonne et c'est notamment lié au fait qu'il y a une forte attraction du marché américain qui pour le coup ne se dément pas. Et cette attractivité du marché américain, elle s'explique évidemment par sa vigueur, ce que Slavena a très bien expliqué. Elle s'explique aussi par les opportunités qui sont ouvertes par les différents plans qui sont présentés. Ils sont pas tous votés à ce stade, mais qui sont au moins présentés par l'administration Biden. Il y en a un qui a déjà été promulgué le 15 novembre dernier, qui est l'Infrastructure Investment and Jobs Act, qui est en fait plus vulgairement appelé le plan d'investissement dans les infrastructures des États-Unis. C'est un plan qui est très important. Il est massif. L'administration américaine actuelle répète régulièrement que c'est le principal plan d'investissement dans les infrastructures promulgué par les États-Unis depuis 1956 et le Federal Highway Act. Donc c'est massif. C'est 1200 milliards de dollars, dont 550 milliards de dollars de financement nouveau, additionnel, je dirais, par rapport à la base de financement américain. C'est un plan qui est largement bipartisan. Bipartisan dans le sens où, quelle que soit la couleur politique aux États-Unis, il y a une compréhension commune du fait qu'il y a besoin d'avoir un plan d'investissement massif dans les infrastructures. Je détaillerai un peu après ce qu'il y a dans ce plan-là. Ce qui est moins bipartisan, c'est les priorités qui sont associées à ce plan d'investissement, notamment les priorités entre les investissements terrestres et les investissements non terrestres en termes d'infrastructures, qui pour le coup se sont traduits par le fait que le passage au Sénat du plan d'investissement a été assez simple, avec une assez large majorité d'approbation. En revanche, à la Chambre des représentants, ça a été beaucoup plus serré, notamment sur des problématiques de priorité de ce qu'on met dans ce plan d'investissement. Alors dans les grandes lignes, comme vous voyez ici, il y a beaucoup de financements finalement qui sont alloués aux infrastructures terrestres, la rénovation et la modernisation des routes, des ponts, des ouvrages d'art, les lignes de chemin de fer, notamment toutes les lignes du corridor nord-est des États-Unis, leur sécurisation. Il n'y a pas que ça, il y a aussi de l'argent qui est alloué pour le financement du réseau haut débit aux États-Unis, notamment dans les zones rurales en particulier. La modernisation du réseau électrique, qui est un point qui est très important aux États-Unis, qui est un réseau qui est organisé par plaque, qui est pas sédimenté à un niveau national. Ce qui est important à noter, c'est que c'est un plan qui s'organise sur 5 années, avec environ, sur les 550 milliards additionnels, vous en aurez à peu près 120 milliards qui devraient être engagés en 2022. L'idée générale, c'est que cet argent va être engagé par différents canaux. Il y a un canal fédéral direct pour tout ce qui a trait, je dirais, au financement notamment d'autoroutes. Il va y avoir aussi une large part de ces financements qui vont passer par les États fédérés, les 50 États fédérés aux États-Unis. Ce que ça signifie, c'est que pour vous, en tant qu'entreprise, il faudra que vous vous intéressiez aux appels d'offres qui seront passés dans chacun de ces États fédérés. Et pour vous aider dans ce contexte-là, vous trouvez sur Internet, j'ai mis le lien là dans cette présentation, une idée générale État par État des grandes priorités de ce plan d'investissement. À quoi est-ce qu'il va être alloué dans tel État, Washington DC pour la réfection des routes par exemple, dans tel autre État peut-être davantage sur des infrastructures hydrauliques. Donc vous avez ici un canevas qui présente les grandes priorités pour chacun des États et qui est important pour vous, notamment dans une logique de ciblage des États prioritaires en fonction de votre secteur d'activité. Un autre plan qui est toujours, pour le coup, qui n'est pas promulgué, lui, qui est toujours en discussion et qui est beaucoup plus conflictuel d'un point de vue politique, c'est le Build Back Better Act, qui est un plan global de l'ordre de 1750 milliards de dollars dans sa mouture actuelle, qui a déjà été assez largement raboté, puisque c'était un plan qui, dans sa version initiale, présentait une dépense potentielle de plus de 3500 milliards de dollars. Là, ce que je vous présente dans les grandes lignes, c'est exclusivement la partie liée aux infrastructures, aux énergies renouvelables, à l'agriculture et au transport dans le cadre de ce plan. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 1750 milliards de dollars, il y a grosso modo 1000 milliards de dollars qui sont adossés à des financements plutôt dans des enjeux sociaux que je ne détaille pas volontairement dans ce cadre-là.
Là, je m'intéresse vraiment aux aspects très environnementaux du programme. C'est notamment tous ces aspects de crédit d'impôt sur des problématiques environnementales qui initialement étaient dans le plan d'infrastructure, qui en ont été sortis et qui sont réintégrés dans ce projet Build Back Better. Alors c'est un texte qui n'est pas encore paru, qui est extrêmement important, qui est très conflictuel aussi sur ses priorités, qui est toujours actuellement en discussion au Congrès aux États-Unis, qui aura des conséquences du coup évidemment pour nos entreprises s'il voit le jour, et la difficulté étant de savoir quand et sous quelle forme, avec quelle priorité. Donc à ce stade, très clairement, il y a une priorisation qui est à faire sur le plan d'infrastructure. À partir de là, on pourra détailler, et c'est ce que fait le service économique de l'ambassade, ce qu'il y aura aussi dans nos Build Back Better. J'en profite pour vous dire, dans les différentes publications que j'évoquerai en toute fin de présentation, qu'on travaille actuellement à l'ambassade sur une présentation du contenu détaillé qu'il y a dans le plan d'infrastructure, et notamment en y adossant un certain nombre de contacts dans les différents États fédérés pour pouvoir vous aiguiller lorsque vous aurez des questions précises sur les priorités dans tel ou tel État. Quelques points d'attention, je dirais, associés à ces opportunités. Mon premier point d'attention, et je crois que ça sera aussi redit par Bertrand après moi, c'est que on parle d'un marché américain. Moi, j'ai tendance à parler des marchés américains. Il y a 50 États fédérés qui peuvent avoir des réglementations qui sont différentes, qui ont des salaires minimums qui sont différents aujourd'hui, et qui chacun présente des spécificités. Donc, aborder le marché américain, ça doit se faire, avec de l'ambition, avec quand même une certaine prudence, parce que c'est un marché qui est vaste, c'est un marché qui coûte très cher, notamment en termes de coût d'implantation. Je laisserai Bertrand détailler ce point-là, mais c'est un des points importants. On arrive aux États-Unis avec un plan construit où on n'y vient pas. Le deuxième point, c'est la problématique des règles de préférence nationale, ce qu'on appelle le Buy American Act ici, qui est en fait un canevas qui vise à imposer pour l'ensemble des marchés publics fédéraux qu'au moins 55% en valeur du total du marché qui est présenté soit pour des entreprises qui sont localisées aux États-Unis. C'est pas forcément des entreprises de nationalité américaine, mais elles doivent avoir une implantation aux États-Unis, et la part de la production aux États-Unis doit représenter 55%. Alors il y a quelques caveats à cela, notamment si la production locale américaine n'est pas suffisante pour répondre à la demande, c'est un des caveats possibles. Il y en a un autre qui est le cas où vous travaillez sur un marché public de services, où pour le coup le Buy American Act ne s'applique pas, sauf s'il est lui-même adossé à un contrat de biens. En tout état de cause, pour des projets d'infrastructure, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés pour travailler dans ce contexte-là, il y aura de facto des obligations au titre de la préférence nationale qui seront adossées aux marchés publics qui seront passés au niveau fédéral, et probablement aussi par les États fédérés. C'est déjà typiquement le cas pour toute la partie acier de ce plan d'infrastructure, qui est assez conséquente et qui là va imposer de manière évidente des règles de préférence nationale. Donc c'est un point d'attention, c'est un point sur lequel on peut évidemment vous aiguiller à l'ambassade, parce qu'on suit ça de très près, notamment pour éviter des enjeux de distorsion commerciale. Mais ne pas oublier ce point important. Le dernier élément que je voulais communiquer, ou l'avant-dernier peut-être, et Slavena l'a déjà évoqué, c'est la tendance haussière forte des salaires aux États-Unis, qui est marquée dans à peu près tous les secteurs d'activité, à l'exception a priori de la construction, où c'est plutôt stable. En cumulé, c'est plus 4,5% sur l'année écoulée de hausse des salaires. C'est une moyenne, donc évidemment c'est très variable selon les secteurs d'activité. Certains secteurs sont très en tension, notamment dans les secteurs les plus recherchés sur de l'informatique, sur du développement, sur la finance aussi dans certains domaines, mais aussi sur des activités plus manufacturières, notamment dans la conduite de chantier. On constate, et ça c'est un retour des entreprises françaises présentes sur le sol américain, qu'il y a une hausse des salaires assez conséquente actuellement, donc à ne clairement pas minimiser. Le dernier point, c'est la levée du travel ban le 8 novembre dernier, qui se traduit par le fait qu'on voit une reprise assez rapide d'ailleurs et très positive des demandes de visa de travail qui sont acceptées par le consulat américain à Paris. Il n'en demeure pas moins qu'il y a encore ce qu'on appelle un backlog, c'est-à-dire un reste à charge à traiter qui est très conséquent par les autorités américaines en France
au titre des demandes de visa, et que donc ce processus reste long et assez compliqué avec une certaine incertitude. Donc c'est un processus qui a engagé le plus tôt possible et en considérant bien que la délivrance d'un visa aux États-Unis, c'est quelque chose qui est assez long encore aujourd'hui, même si de facto on constate une tendance nette à l'amélioration depuis quelques semaines, je dirais depuis 2-3 mois maintenant. Quelques éléments très rapidement de présentation de ce qu'on fait au service économique. On produit un rapport économique bilatéral qui présente état par état un extrait des entreprises françaises implantées sur le sol américain et les grands chiffres de la relation économique bilatérale entre la France et chacun des États américains, ainsi que le nombre d'emplois créés par des entreprises françaises implantées aux États-Unis. Ça peut être utile notamment pour vous dans une logique où vous retrouveriez vos potentiels clients et partenaires en France dans des différents États américains. Et puis nos notes de conjoncture, notamment l'actualité hebdomadaire qui est suivie par le service économique de l'ambassade de France aux États-Unis sur les enjeux budgétaires, macroéconomiques et financiers. Voilà, je m'arrête ici, je passe la parole au prochain interlocuteur et je me réjouis de répondre par avance aux questions qu'il y aura. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy, pour toutes ces informations très précieuses. Donc, peut-être maintenant, pour passer à l'action, est-ce que Bertrand, tu peux nous donner quelques éléments sur comment les entreprises doivent se préparer pour saisir toutes ces opportunités du marché américain? Bertrand, on ne t'entend pas, mais ça ne saurait tarder. Je crois qu'on a un tout petit problème de liaison avec Bertrand. Est-ce que peut-être en attendant, comme Jérémy se proposait de répondre à quelques questions, je peux peut-être en poser une. Donc, on a eu une question. Est-ce que vous pourriez nous parler des normes, des facilités pour l'importation de produits français aux États-Unis? Alors je peux en dire un mot et puis du coup Bertrand ou Patrick d'ailleurs compléteront. Alors ça dépend évidemment de quel secteur d'activité on parle et de quel type de normes on parle. Le sujet est très différent si on parle de normes dans le domaine électrique typiquement ou de normes sur des enjeux, je sais pas, de chimie mettons. Je laisserai mes collègues de discussion évoquer les enjeux fiscaux associés à tout cela. Ce qui est important à noter, peut-être de mon point de vue, c'est que pour toutes ces problématiques-là, vous avez au service économique de l'ambassade un réseau assez dense de personnes, notamment un attaché sur les enjeux fiscaux et un attaché sur les enjeux douaniers qui pourront vous aiguiller. Et je peux répondre évidemment au cas par cas aux questions selon le secteur d'activité concerné, en vous aidant à identifier le cadre de normes le plus pertinent selon votre secteur d'activité. Mais je pense il faudra que la question soit précisée vraiment au niveau sectoriel à mon sens. Oui, c'est un sujet qui est vaste, effectivement. Peut-être Slavena, donc en matière de cours de change euro-dollar, quelles sont nos prévisions? Oui, les prévisions de nos collègues stratégistes à CACIB, de manière générale, on pense qu'actuellement le cours euro-dollar est sous-évalué, mais à court terme, le dollar devrait continuer à bénéficier de son statut de valeur refuge et de son statut de devise au rendement, qui bénéficie d'une politique monétaire, plutôt des anticipations de marché, d'un resserrement monétaire de la part de la Fed relativement agressif l'année prochaine. De manière générale, voilà, le cours de change euro-dollar est fonction des perspectives, du différentiel de perspectives économiques des deux zones, mais notamment du différentiel en termes de politique monétaire. Donc, étant donné on restera dans un environnement encore d'inflation élevée au cours de l'année prochaine, cela devrait être toujours bénéfique au dollar. Donc, on table toujours sur un euro-dollar autour de 1,13, 1,14 d'ici début d'année prochaine. Après, courant 2022, on table sur une dépréciation du dollar vis-à-vis de l'euro, avec notamment qui serait due à une normalisation de la part de la Fed de sa politique monétaire de manière plus graduelle que nous l'anticipe actuellement les marchés. On a en fin d'année 2022 un cours de l'euro-dollar autour de 1,18. Est-ce que vous m'entendez?
Ah oui, très bien, très bien. Bon, ben, merci Slavena pour ces prévisions. Donc Bertrand, oui, puisqu'on t'entend Oh, maintenant, on va te ah, céder la parole. Oui. bon, ben, merci. Ça, c'est les joies du live, mais en tout cas, Jérémy et Slavena ont pu tout à fait répondre à des questions très, très intéressantes. Donc, merci de me donner la parole. Merci, Catherine. Donc, je voulais simplement faire très rapidement passer à l'action, comme vous l'avez dit, mais parler des États-Unis avec cette image qui est présentée là du syndrome Apollo 1. Je vais parler du syndrome Apollo 1 et des nombreux échecs qu'on peut voir et aussi des succès, et ensuite essayer d'expliquer pourquoi on voit des échecs, pourquoi on voit des réussites, quelles sont les différences. Il y a des solutions et donner quelques éléments clés pour réussir aux États-Unis, ou en tout cas éviter de faire de grosses bêtises parfois. Donc, en gros, le syndrome Apollo 1, pourquoi? On aime beaucoup parler d'Apollo parce que non seulement, finalement, Apollo a eu beaucoup d'échecs, et finalement, au bout de la 11e fois, après quelques années, 1969 est arrivé sur la Lune, donc ça c'est bien. Et en fait, on se rend compte que cette comparaison entre Apollo et les entreprises qui réussissent ou qui ont des échecs est assez pertinente, dans le sens où on voit beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs et relativement peu de succès finalement dans les entreprises. Et c'est ça qui nous intéresse et nous captive en même temps et nous passionne pour comprendre pourquoi il y a des échecs et pourquoi il y a des réussites. Et en fait, on se rend compte que les échecs ou les réussites, mais surtout les échecs, arrivent souvent pour les mêmes causes. Et les succès arrivent souvent pour les mêmes causes également, ou les mêmes raisons. Et donc, en fait, on se rend compte que beaucoup d'entreprises arrivent aux États-Unis sans avoir une stratégie extrêmement claire et un business plan bien établi. Et ça, c'est la première erreur, à mon sens, de ne pas mener cette réflexion stratégique avec un business plan très bien chiffré. Et comme l'a dit Jérémy, il faut le chiffrer parce que ça coûte cher, ça coûte voire très cher d'envisager les États-Unis sans imaginer y investir vraiment de manière très consistante et forte. Ensuite, on se rend aussi compte, et au sein d'Altios, on a mené presque 400 missions dans les 10 dernières années, donc on a un recul sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. On se rend compte souvent qu'il y a un mindset, un esprit, le think big. Donc je dis souvent think big ou stay home, dans le sens où il faut penser grand. Grand, ça ne veut pas dire délirer non plus. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut envisager qu'on fera aux États-Unis ce qu'on n'a jamais fait par ailleurs sur le reste de la planète. Mais think big, ça veut dire que c'est un grand continent, un grand territoire, et donc il faut l'envisager en tant que tel. Il y a une grosse consommation, c'est 20 000 milliards de PIB, un peu plus même par an. Donc c'est la première économie mondiale. Donc c'est ça que je veux dire par think big. Ça ne veut surtout pas dire délirer, mais bien prendre de la mesure des opportunités. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Ensuite, la question qui est vraiment stratégique de où on va et comment on y va, c'est une question qui est négligée, parce que où on va, ça c'est assez facile à établir, mais le comment on y va, et c'est là que je reparlerai des solutions tout à l'heure, c'est là que souvent on se bute à des sujets d'investissement, de savoir-faire, de différence, et je reviendrai aussi tout à l'heure sur le sujet. Ensuite, il y a l'équipe projet qui doit mener l'aventure américaine, et ça c'est absolument essentiel, parce que toute idée sur un PowerPoint, ça peut être joli, les 15 slides peuvent très bien faire l'affaire, mais c'est ceux qui agissent, qui exécutent, qui vont faire le succès. Et l'équipe est absolument essentielle. Et enfin, les points majeurs d'une stratégie qui tient la route, c'est une fois qu'on s'est posé le why, le pourquoi on fait ça, pourquoi on vient aux États-Unis, les équipes dont je viens de parler, il faut absolument avoir un système d'information, un IT système, une culture financière et une proposition de valeur qui est simple à expliquer, facilement compréhensible par des Américains. Et en gros, en 25 minutes, 20 minutes, avec 10 slides, on a expliqué ce qu'on va faire aux États-Unis. Donc ça, c'est les 5 sujets dont on perçoit qu'ils sont parfois un peu négligés ou pas très clairs. Donc ensuite, les différences. Les différences, Jérémy l'a dit aussi, et le contexte décrit par Slavena, macro et géopolitique, nous oblige à réfléchir un peu dans la géographie, la politique, les 50 États. 50 États, c'est 50 mois du travail. 50 États, c'est 50 rémunérations minimum légales par État. Par exemple, à New York, c'est $15 de l'heure. Dans l'État voisin, en Pennsylvanie ou pas très loin, ben c'est à peu près la moitié. En Californie, c'est à peu près comme
comme les États-Unis. En Floride, c'est 8 et quelques dollars. Donc, le coût moyen du travail à l'heure est très, très différent d'un État à l'autre. C'est juste un exemple, mais aussi le droit du travail. Un contrat de travail dans l'Alabama, c'est pas le même que dans l'Ohio. On est obligé de payer, par exemple, dans l'Ohio, les salariés avec une certaine fréquence 2 fois par mois. C'est pas le cas partout. Enfin, il y a plein d'exemples. Il y a même des congés payés ou des congés fériés plutôt qui sont obligatoires dans les États et pas dans d'autres. Donc, il y a vraiment des différences qu'il faut s'approprier. Et pour ça, il faut vraiment passer en revue, se déplacer, consulter tous les services possibles, que ce soit de l'ambassade, du Crédit Agricole, les nôtres, etc., pour vraiment avoir une vision la plus claire possible. Je ne parle pas des fuseaux horaires, parce qu'évidemment, des gens qui sont basés à San Francisco ou à Los Angeles, il faut bien s'imaginer qu'il y a à peu près qu'1 heure pour parler avec eux entre la France et les États-Unis, parce qu'il y a 9 heures de décalage entre la côte ouest et la France. Il y a aussi, ça c'est des anecdotes, mais c'est tellement vrai dans la vie de tous les jours et du business. Il y a des différences culturelles fortes. Je dis souvent, les Américains sont nos cousins, souvent des cousins éloignés. Mais on est peut-être dans la grande famille, oui, mais finalement, peut-être pas. On n'est pas frères et sœurs, on ne fonctionne pas de la même manière. Les sujets religieux sont différents, traités différemment. La constitution américaine n'est pas tout à fait la même que ce qu'on a en France, comme la République française. Les ethnies, enfin, tout est assez différent, même si de premier abord, on dit, tiens, c'est quand même assez ressemblant. Donc, c'est ça un peu un piège. Et enfin, je voulais simplement mentionner un point sur les différences, c'est que le pays étant si grand, il y a une intermédiation dans le business, ou un nombre d'intermédiaires qui est beaucoup plus important qu'on peut avoir en Europe ou en France. Et par exemple en logistique, par la distance, par exemple dans le schéma de la value chain, ou l'importateur, le distributeur, le rôle de chacun, le broker, ce nombre d'intermédiations est démultiplié aux États-Unis pour des raisons historiques, géographiques, etc. Et ça, on le néglige souvent, notamment dans sa proposition de valeur, comment on la positionne dans la chaîne de la valeur. Et ça, c'est un sujet extrêmement douloureux quand on ne le traite pas bien. Enfin, dans les solutions, je voulais simplement dire qu'il y a des solutions qu'on peut apporter au sein d'Altos, mais qui sont vraiment simples à mener. Et il faut s'y coller, je dirais, après. Mais élaborer une stratégie d'implantation, ça, c'est passer en revue le marché, faire une analyse stratégique, passer en revue sa proposition de valeur, voir si elle a du sens, voir si elle est recevable aux États-Unis, regarder sa proposition commerciale, les conditions, les contrats, identifier des partenaires, aller voir des partenaires potentiels, que ce soit des clients, des partenaires plus d'associations diverses et variées, d'importateurs, de distributeurs. Donc ça, c'est un sujet de market entry stratégique qui est assez simple à faire s'il est fait de manière rigoureuse et si on a la bonne personne qui peut l'accompagner dans l'entreprise. Donc ça, c'est un sujet qu'on mène. Il n'y a pas besoin de créer une filiale, il n'y a pas besoin d'avoir du personnel sur place. On peut le mener et le bâtir avec une entreprise sans aucun problème. Le deuxième sujet est d'avoir une ressource en local. Parce que ça, c'est souvent l'étape qui vient après. C'est que quand on commence à avoir fait un plan stratégique, quand on commence à avoir eu des contacts commerciaux, on se dit souvent, OK, mais comment je vais maintenant transformer ces premiers contacts et ces premiers éléments de réponse que j'ai de mon plan stratégique aux États-Unis, comment je vais l'accélérer et passer en développement des ventes ou développement de mes affaires aux États-Unis. Et souvent, ça passe par une personne localement. Et en fait, il y a beaucoup de solutions pour s'implanter localement. Pour rien vous cacher, cette année, on a dû faire entre 15 et 20 recrutements aux États-Unis. Alors, ça a été ce phénomène de recrutement et d'avoir une présence locale, ça a été amplifié par la Covid-19 parce qu'on ne pouvait pas se déplacer, parce que c'était un peu compliqué d'avoir des visas, etc., etc. Donc, finalement, beaucoup d'entreprises se sont dit on pourrait avoir une ressource locale, ou un Français ou un étranger, mais qui a une carte verte ou qui peut légalement travailler aux États-Unis, ou avoir tout simplement un Américain qui déjà lève beaucoup de barrières culturelles et de business. Et donc, ça s'est produit, ça. Et ce sont des très, très bonnes solutions pour accélérer son business. Après, il y a des solutions un peu plus légères et maîtrisées, comme le VIE, qu'on peut héberger, etc. Donc, toutes ces solutions de recrutement locaux ou de VIE, même si les VIE, pendant 1 an et demi, ont été stoppés. Mais globalement, ces solutions, c'est de la présence locale pour être au plus près des marchés, répondre vite, aller voir les clients. Et ça, c'est extrêmement
ça marche bien en général. Donc la solution souvent 3, c'est de créer une filiale et d'être américain en Amérique et d'avoir sa propre destinée en main. Et y a pas, c'est facile à faire de créer une filiale et de la développer aux États-Unis. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très facile de monter une société aux États-Unis. Par contre, l'objectif de monter une société, c'est pas juste un objectif en soi. C'est derrière, il faut évidemment que les étapes précédentes aient été faites, la stratégie, le BP, etc. Pour finir, je voudrais simplement dire qu'il y a un sujet qui s'est révélé très très fort pendant la Covid-19, c'est l'acquisition, qui est un moyen très rapide d'arriver aux États-Unis. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé et qui a fait ses preuves de manière très concrète pour avoir un succès aux États-Unis. Et donc pour les points clés que je voudrais simplement partager, c'est faut vraiment être prêt pour cette aventure aux États-Unis dans le long terme, s'engager pour de vrai, donc ce que j'ai déjà dit, prévoir un budget important, penser vraiment local. Think American, c'est adopter un peu la culture américaine du business et être tenace, c'est vraiment sur le long terme parce que sinon, à court terme, ça ne peut pas marcher. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous et désolé pour le problème de son en préambule. Merci. Merci beaucoup Bertrand. Et puis bien sûr, s'il y a des questions, hein, on les prendra pour toi. Peut-être dernière chose, tous ces projets, il faut pouvoir les sécuriser et les financer. Hein. Donc, Christine, toi qui as l'habitude d'accompagner nos clients sur l'Amérique du Nord, hein, quels sont les conseils que tu pourrais donner en la matière? Merci beaucoup, Catherine. Bonjour à tous, hello everyone. C'est un plaisir pour moi de participer depuis New York à ce webinaire sur les États-Unis. Effectivement, je vais vous présenter brièvement l'accompagnement bancaire et la sécurisation des risques internationaux pour ce pays. Donc, tout d'abord, quelques mots sur l'environnement bancaire et les comptes aux États-Unis. Donc, c'est un secteur bancaire extrêmement fragmenté à cause de notre système fédéral du pays. Nous avons, on pourrait considérer des banques dans 3 catégories, grosso modo. Donc, vous avez tout d'abord les grandes banques internationales qui ont des marques très connues mondialement. Ensuite, vous avez les banques régionales ou suprarégionales qui sont présentes dans quelques États ou plusieurs États, à savoir qu'il n'y a pas vraiment une banque américaine qui couvre tout l'ensemble du pays avec une agence, un footprint d'agence très complète. Ensuite, vous avez les banques, les community banks, qui sont les banques plus petites avec quelques agences autour d'une ville ou d'une région, qui sont très impliquées quand même de tissu économique local. Je vous le cite parce que ça peut être un cas où vous êtes en contact avec une contrepartie américaine qui est client d'une petite banque locale, qui a un super service local, mais quand même, il y a des freins qui peuvent être techniquement difficiles pour le commerce international. Parfois, souvent, les banques community banks sont pas reliées au SWIFT, elles doivent passer par une banque correspondante pour, en fait, le transfert des fonds à l'international. C'est aussi un marché bancaire extrêmement réglementé, aussi réglementé que la France. Donc, vous avez les mesures anti-blanchiment d'argent et aussi, en fait, une conformité très stricte et rigoureuse avec une démarche, en fait, de KYC, Know Your Customer, connaître votre client qui est très important, en particulier pour tout ce qui est aspect non US. Nous, le groupe Crédit Agricole est présent aux États-Unis depuis plus de 50 ans avec près de 1300 collaborateurs. Ceci dit, nous n'exerçons pas une activité de banque commerciale aux États-Unis. Donc, du coup, en fait, nous, à l'International Desk Amérique du Nord, nous allons accompagner nos clients auprès de nos partenaires et relations bancaires de privilège, auprès des banques commerciales américaines de plein exercice, qui prennent en compte, en fait, nos referrals pour justement ouvrir à la fois les comptes de résidents pour l'exportateur français qui n'est pas encore prêt en fait à s'implanter, mais qui souhaite avoir un accès au système bancaire américain et donner la capacité à ses acheteurs américains de lui régler domestiquement. Aussi, il y a le compte résident. Donc ça, c'est pour la filiale américaine qui se crée, à savoir qu'il n'y a pas de besoin de compte dépôt de capital. Hein. Vous créez la société, vous obtenez en fait le CABIS équivalent en fait qui est le Articles of Incorporation et aussi le numéro fisc qui est le Employer Identification Number, le EIN, et ensuite vous ouvrez le compte. Quand c'est nous qui vont faire la mise en relation auprès de nos banques partenaires, on va faire la lettre de recommandation bancaire.
On peut, et aussi à noter que comme en France, vous devez aussi fournir des éléments assez classiques, voici une liste assez non exhaustive, mais à noter quand même, il faut bien fournir en fait l'organigramme des bénéficiaires ultimes, les UBOs, qui montrent toute la chaîne de l'actionnariat jusqu'au top. Donc en fait, le message que je souhaite faire passer ici, c'est parler en fait à nous quand vous avez des projets US afin que vous puissiez bénéficier d'un historique de la relation que nous avons avec vous pour vous présenter à des partenaires sur place qui peuvent vous onboarder d'une manière fluide et facile et de pouvoir ouvrir un compte à distance. Donc, vous n'avez pas besoin de venir aux États-Unis signer devant des banquiers et aussi de vous laisser la capacité de le gérer à distance. Parce que même si vous avez une filiale aux États-Unis, c'est possible que vous avez un staff qui est plutôt commercial et non pas dans la partie financière. Donc, ça peut être complètement géré depuis la France. Mais vous pouvez aussi déléguer à des prestataires ou des partenaires. Par exemple, comme Altios, en tant qu'utilisateur sur le compte pour les besoins, en fait, pour la partie back-office, gestion des factures, etc. Donc, un mot sur le financement. Quand vous allez vous implanter aux États-Unis pour la première fois et vous avez besoin de financer cette expansion aux États-Unis, normalement, on propose d'aller voir en fait votre banquier français dans un premier temps de se financer au niveau de la maison mère française et puis ensuite, c'est la maison mère française qui apporte ses flux auprès de la filiale. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un montage beaucoup plus facile. Votre banquier français vous connaît, il a un historique avec vous, parce qu'en fait, le credit history ou le historique de crédit est un concept très important. Et si vous êtes une nouvelle filiale aux États-Unis, vous n'avez pas ce fameux historique de crédit. Et aussi, vous n'avez pas, en fait, vous pouvez pas montrer en fait les cash flows nécessaires auprès de la banque américaine afin de pouvoir prouver que vous pouvez rembourser le prêt. Deuxièmement, c'est un marché très cher aux États-Unis. Vous avez déjà entendu parler de ça, que c'est un marché cher. C'est aussi un marché cher pour la partie bancaire et les financements. Donc, effectivement, avoir un prêt en France est moins cher. Mais ceci dit, on a quand même des clients qui souhaitent que la filiale américaine se vole de ses propres ailes. Et dans ce cas-là, nous allons voir des dossiers où nous allons apporter notre client auprès d'une banque de privilège qui va onboarder le client côté compte, mais aussi va accepter le risque du groupe école sous une forme de lettre de crédit standby ou standby letter of credit ou SBLC, afin que la banque peut accorder une ligne de crédit court terme ou un prêt en CAPEX auprès de la filiale américaine qui n'a pas encore l'historique de crédit de pouvoir demander ça en standalone. Donc, en fait, notre rôle au desk, c'est vraiment de conseiller nos clients sur les avantages et les inconvénients des différentes solutions et aussi d'ajouter, en fait, faire un peu le go-between pour assurer la bonne coordination entre nos collègues du groupe École en France et la banque locale américaine pour la mise en place de la Standby Letter of Credit et vis-à-vis du wording sur ce sujet. Juste, en fait, une dernière slide avec en fait, juste un mot. Quand vous allez à l'international, bien penser à vous sécuriser sur le risque de non-paiement. Donc, c'est à la fois l'assurance crédit pour les exportateurs français aux États-Unis, mais aussi pour les filiales. Donc, il y a des assureurs privés qui sont en France, en Europe, qui sont aussi présents aux États-Unis. Et la deuxième option, c'est côté bancaire. Encore une fois, c'est la Standby Letter of Credit. Donc, c'est votre acheteur américain qui va demander la SBLC auprès de sa banque américaine afin de vous garantir, exportateur français, sur le risque de non-paiement. C'est une garantie de backup qui est mise en jeu par vous si votre acheteur est en défaut de paiement. Et juste pour conclure, les États-Unis, c'est un marché vaste avec beaucoup d'opportunités d'affaires, mais quand même un marché où il faut être bien préparé parce que c'est un marché complexe et réglementé sur le plan bancaire. Donc, n'hésitez pas à solliciter votre charge d'affaires bien en amont afin que nous puissions faire un diagnostic avec vous, comprendre vos besoins et vous proposer des solutions sur mesure en combinant à la fois les offres du groupe École, mais aussi celles de nos partenaires privilégiés. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Christine et merci à tous pour vos interventions. Voilà, je pense que c'est important qu'on garde effectivement un petit peu de temps pour les questions. Alors elles étaient nombreuses, il faut qu'on en fasse une petite sélection. Peut-être Christine pour continuer. Donc une question sur l'appétence des États-Unis au factoring, au financement d'actifs.
Oui, merci beaucoup. Donc, en fait, les banques commerciales américaines classiques feraient plutôt un montage de financement de asset-based lending, en fait, qui prend comme nantissement le poste client ainsi que le stock. Donc, ce sont des équipes spécialisées qui sont les équipes ABL ou asset-based lending. Mais à savoir que souvent, ces équipes ont un appétit pour un montant minimum de financement plus élevé souvent que les besoins de nos clients que je vois en fait sur les dossiers d'une PME française qui entre leur marché. En fait, dans quelques relations, c'est à partir de 5 millions. Donc, du coup, les banques américaines peuvent référer cette opportunité auprès des facteurs spécialisés pour un montage à facturage avec une analyse en fait des créances en fait. Donc, mais attention, c'est quand même un pricing plus important chez les facteurs que chez les banques classiques. Peut-être j'en ai une deuxième pour toi et comme ça, je crois qu'on aura terminé pour les questions qui te concernaient. Quelles sont les sources Internet pour contrôler la fiabilité d'un fournisseur? En fait, c'est important de savoir que aux États-Unis, les sociétés américaines qui ne sont pas cotées en bourse n'ont pas en fait d'obligation de publier des bilans. Donc, vous pouvez effectivement avoir en fait des reports Dun & Bradstreet, mais quand même à garder un œil là-dessus. C'est pour ça que j'évoque l'importance effectivement de se sécuriser sous la forme assurance ou standby letter of credit. Merci Christine. Alors, une question, alors je pense pour Jérémy. Il y avait une tendance à la relocalisation à la fin de l'administration Trump, à la fois dans les discours et avec la mise sous tension des méthodes commerciales chinoises, avec des taxes. Pensez-vous que cette tendance à taxer les produits chinois va perdurer, y compris pour les produits de grande consommation selon vous? Oui, effectivement, je peux répondre à cette question-là. Il y avait effectivement un marqueur sur l'administration Trump qui était d'utiliser principalement les outils de trade et donc notamment de surtaxe sur certains produits comme mesure de rétorsion face à des partenaires. Ça concerne la Chine, mais pas que, évidemment. L'administration Biden utilise un attirail d'outils qui est beaucoup plus vaste en réalité. Il y a toujours évidemment des mesures de taxation, des mesures fiscales ou de surtaxe qui sont imposées, mais surtout ce sur quoi aujourd'hui travaille l'administration Biden, c'est davantage des mesures de contrôle des investissements et de contrôle des exports, y compris d'ailleurs sous la forme aussi de listes noires d'entreprises ou de personnalités dans différents pays. La Chine en fait partie, mais pas encore une fois pas que la Chine. Donc je pense qu'en fait on s'oriente très clairement vers un maintien des tensions. C'est considéré comme un rival systémique pour les États-Unis, la Chine bien sûr, tout en étant par ailleurs le premier partenaire commercial. Mais en revanche, sur les outils qui seront et qui sont mobilisés par l'administration américaine actuelle, très clairement, on va vers une extension du champ des possibles avec beaucoup plus notamment de contrôle des investissements, notamment les investissements dans les secteurs très stratégiques. Je pense au cas des semi-conducteurs qu'on a évoqué. Il y a un enjeu très très fort pour l'administration américaine actuelle à vouloir contrôler les acquisitions potentielles chinoises sur des opérateurs, soit d'ailleurs américains, soit au-delà, pour faire pression auprès de leurs alliés. Donc oui, il y aura toujours un maintien je dirais de circuits de taxation vis-à-vis de certains produits chinois, mais je pense que c'est pas vers ça qu'on va s'orienter l'essentiel de l'action de l'administration américaine, pas vers ce type d'outils en tout cas vis-à-vis des intérêts chinois. Peut-être Jérémy, dans la continuité de ce que vous venez de dire, on a une autre question qui est qui sera le prochain producteur de semi-conducteurs? Les États-Unis, la France et quand? C'est une grande question. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle producteur de semi-conducteurs, parce que la chaîne de valeur est très complexe. Si on parle des fonderies, donc des producteurs on va dire de premier ressort, c'est déjà pas les États-Unis en l'occurrence. Le premier producteur est taïwanais et il a plus de 50% de part de marché mondial. Les États-Unis sont le premier marché en valeur. Les premiers producteurs ne sont pas américains. Par ailleurs, ça dépend évidemment de la spécialisation de chaque groupe dans le domaine. Certains sont davantage spécialisés vers de l'électronique, d'autres vers de l'automobile, d'autres sont plurisecteurs. Donc c'est compliqué de répondre comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'on constate beaucoup d'investissements actuellement d'acteurs, notamment sud-coréens et taïwanais aux États-Unis. Des investissements conséquents de l'ordre de 12 à 17 milliards de dollars sur des fonderies principalement, donc sur de la production sur le sol américain. La même chose se passe d'ailleurs sur le sol européen. Vous avez certainement vu dans la presse les volontés notamment d'Intel d'implanter à la fois une fonderie, un centre de production donc, et un centre de R&D sur le sol de l'Union européenne. Donc je ne crois pas qu'il
qu'on puisse réfléchir a priori sous la forme de qui sera le leader. Les leaders existent déjà, c'était SMC sur les fonderies, Samsung en numéro 2. Intel est très présent toujours au niveau mondial et très clairement a un souhait de rattraper une partie du retard sur la partie R&D. En Europe et en France particulièrement, on a quelques acteurs qui sont très bons, très spécialisés sur des technologies de pointe. Les Pays-Bas ont aussi un acteur très prépondérant, notamment sur des machines-outils de production de semi-conducteurs. Donc, je dirais qu'il y a des enjeux de spécialisation plutôt que des enjeux de concurrence frontale. Et dans la relation commerciale qu'on essaie de renouveler au niveau de l'Union européenne avec les États-Unis, l'enjeu, c'est celui des complémentarités entre Européens et Américains pour ne pas se faire justement de concurrence frontale sur de la production. Très bien, merci Jérémy. Alors je vois une question assez vaste. Est-ce que vous pouvez faire un point sur le marché du champagne? Peut-être Bertrand, si tu veux prendre la question. Du champagne, oui, c'est un très bon sujet. Peut-être sur le marché du champagne, peut-être rappeler quelques éléments sur le marché du vin. 2019, les vins en général. 2019-2020, en pleine pandémie, finalement, le vin tranquille a bien progressé. Hein. Il est passé à plus de 370 millions de caisses de 9 litres. Ensuite, le champagne, pendant cette période-là, et les vins à bulles, en général, ont plutôt, ça a été difficile, moins de célébrations. Hein. On estime à 4 millions de caisses en moins, pas de champagne, mais de vins à bulles pendant la période, hein, 2020. 2021, ça a été dit en préambule par Zlavena, la consommation aujourd'hui et l'économie reprend très fortement, ça repart à la hausse. Les winners, si je peux dire ça comme ça, les marques de champagne qui sont établies sur le marché fonctionnent bien et sont en progression avec aussi un business online qui se développe beaucoup, hein, alors post-pandémique, mais ça va pas s'arrêter. Hein. Et pendant la pandémie et maintenant, donc ça va pas s'arrêter. Donc les marques établies font de très bons scores. Ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a une demande de beaucoup d'acteurs, acheteurs, retailers qui veulent se positionner sur le champagne ou se repositionner avec des marques un peu alternatives aux grandes marques. On l'entend souvent sur des segments précis, avec parfois des marques distributeurs. Donc c'est pas forcément si simple à mener. Mais en tout cas, on perçoit un intérêt pour le champagne qui reste fort, réel, et je trouve des perspectives qui me semblent tout à fait intéressantes aux États-Unis pour le champagne. Très bien, merci Bertrand. Et une question alors sur les stocks. Quels sont les enjeux et la taxation concernant les stocks sur le marché US ? Je ne sais pas qui veut. Mais je peux peut-être juste rebondir sur ce sujet parce que comme on fait beaucoup de gestion de filiales au sein d'Altios aux États-Unis, on a quelques cas comme ça pendant la période où le président Trump a imposé ses taxes dans le conflit qu'on connaît entre l'Europe et les États-Unis, où beaucoup d'entreprises, alors c'est vrai dans la cosmétique, mais c'est aussi vrai dans les vins et spiritueux, ont envoyé des stocks aux États-Unis. Alors si ces stocks ont été envoyés sous forme vraiment de buffer stock, je peux dire ça comme ça, pour anticiper ou ne pas payer les taxes, ça peut poser des questions relatives à la taxation qui serait éligible aux États-Unis par rapport à avoir une présence de stock, parce que ça peut faire l'objet de taxation et d'un établissement stable finalement aux États-Unis. Alors, il faut savoir si c'est des stocks qui ont été facturés à un partenaire ou si c'est des stocks qui ont été un peu poussés sur le marché et donc toujours propriété de l'entreprise ou de l'exportateur qui les a envoyés, ce qui est une subtilité pas négligeable en termes de taxation. Mais ça peut poser un sujet très clair et en tout cas un sujet à étudier avec attention parce que quand il y a des stocks significatifs, ça peut être assimilé à un établissement stable aux États-Unis et donc une fiscalité. Donc ça, c'est un sujet à regarder attentivement. Après, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rebondir sur ces propos-là, mais en tout cas, ça, c'est un sujet vraiment à regarder attentivement. Merci Bertrand pour cet éclairage. A priori, on a répondu à toutes les questions là qui nous étaient posées, donc je vois que le temps aussi est écoulé. Encore une question, me dit-on. Ah, encore une question.
Que pensez-vous de la présence au salon professionnel aux États-Unis? Est-ce que c'est important pour eux? Ouais, alors c'est moins mon cœur d'activité direct, mais je peux donner un bout de réponse à minima, parce qu'effectivement, les États-Unis sont un gros pourvoyeur de salons internationaux, qui ont d'ailleurs pour l'essentiel tous été clôturés et passés en format virtuel en 2020-2021. Oui, c'est important. Oui, de fait, les structures qui travaillent pour l'accès de PME françaises aux États-Unis poussent à la présence de salons. Il y a beaucoup de salons très spécialisés, le salon du retail. Il y a un salon qui s'appelle Vinexpo à New York. Il y a de gros salons dans le secteur de l'énergie au Texas. Donc, il faut identifier les bons. Ils sont pas très compliqués à identifier. Il y a des partenaires qui peuvent vous aider. Je sais pas si Altios fait ça, mais j'imagine que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez accompagner aussi, avec Business France et d'autres acteurs qui sont présents sur le sol américain et qui font ça extrêmement bien pour le coup, qui amènent des délégations de PME assez conséquentes chaque année. Donc oui, c'est un élément de visibilité. Il faut savoir bien les choisir. On a tendance à toujours vouloir aller sur les évidents, le CES, ce genre de très grands salons. Il y en a d'autres et je pense qu'il faut savoir aussi se spécialiser. C'est peut-être le principal point que je peux apporter. Mais juste en complément, je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, on est un peu entre deux eaux, si je peux dire ça comme ça. Alors, beaucoup de salons ont trouvé des substitutions digitales diverses et variées avec plus ou moins de succès, mais il y a une grosse attente quand même de rencontres physiques effectives entre les acteurs. Donc oui, il faut bien choisir ces salons et être prêt à revenir en 2022 parce qu'on voit beaucoup de salons, on pense à Vinexpo, mais il y a eu beaucoup de salons en ce moment qui sont en train de se remettre en mode physique. Donc c'est toujours bon de revenir voir ses clients parce que je crois qu'il y a les affaires se font aussi par la rencontre physique et la confiance et c'est comme ça que ça marche. Donc oui, ça se réouvre très clairement. La période est encore un peu incertaine, bien sûr. J'ajoute peut-être d'ailleurs un point, le chèque relance export qui a été mis en place par le gouvernement français a été prolongé jusqu'à juin 2022 pour les structures qui parmi vous souhaiteraient participer à des salons aux États-Unis sous évidemment réserve des conditions sanitaires. Vous pouvez être accompagné et aidé financièrement par l'État français pour pouvoir y participer dans le cadre du chèque relance export. Alors je voulais compléter cette notion de participation à des salons américains et c'est aussi un élément que soulignait Bertrand. En fait, ça doit faire partie aussi de votre stratégie. Et un salon n'a du sens que si vous avez l'intention d'y aller dans la durée. Business France propose, ce que disait Jérémy, en fait, des solutions pour vous accompagner sur des salons. Maintenant aussi, une stratégie, une fois que vous opérez sur le marché américain, est de pouvoir y aller plutôt avec une bannière américaine, avec une entité américaine, une filiale, pour vraiment apparaître comme un partenaire local. Et ça rejoint cette dimension culturelle aussi qui était signalée par un des auditeurs. Le fait d'apparaître américain aux États-Unis va créer beaucoup plus en fait de crédibilité, d'image aussi vis-à-vis de vos clients et partenaires locaux. Oui, merci Patrick pour ce complément effectivement important. Bien, bah écoutez, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui, mais si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à nous les adresser et nous y répondrons bien volontiers. Donc, merci à tous nos intervenants et merci à vous de nous avoir écoutés. Bien sûr, si vous avez des projets aux États-Unis, on espère qu'on vous a donné envie de vous intéresser à ce marché. Bah, n'hésitez pas à contacter votre chargé d'affaires. Hein, nous serons ravis de pouvoir vous accompagner. Et puis, il me reste à vous souhaiter donc une bonne fin de journée et de bonnes fêtes de fin d'année puisque c'est bientôt la période. Et à d'autres webinaires l'année prochaine. Donc, à bientôt. Au revoir. Au revoir.